Bonsoir à tous, bienvenue sur Tchad Info TV. Voici les titres de cette édition. Suspension du journal Al-Huda pour 8 jours. Un collectif des journalistes exprime sa solidarité à ce dernier par une déclaration. Déclaration mal reçue par la Hama qui met en garde cette organisation. Nous y reviendrons en détail dans ce journal. Une formation organisée en faveur des tradis praticiens a eu lieu au centre Don Bosco. Plus de précisions également dans cette édition. Par décision rendue publique le 25 août par la Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel, le journal Al-Huda est suspendu pour 8 jours à compter du 26 août. Ce lundi, un collectif d'organisations fêtières des journalistes fait une déclaration en solidarité à Al-Huda. Déclaration mal reçue par la Hama qui met en garde dans un communiqué les dites organisations. Ces sorties à répétition sont-elles nécessaires dans ce cas de figure? Ou plutôt, cette affaire serait en train de prendre une autre tournure? Autant de questions que nous aborderons dans un instant avec notre invité. Mais avant, Ghislaine Alataroum nous rappelle les faits. Il est évident qu'entre la Hama, la Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel et les organisations fêtières des journalistes, il y a un bras de fer. Après la déclaration du collectif des médias du Tchad en soutien au journal en ligne Al-Huda Info, suspendu pour 8 jours, la Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel ne reste muet et fait à son tour un communiqué hier, 28 août 2023. La Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel Hama constate ces derniers temps la persistance d'un journalisme de l'irresponsabilité entretenu par certains médias et soutenu par des organisations professionnelles qui devraient plutôt promouvoir un journalisme responsable vis-à-vis tant de la société que de la loi. Fin de citation. Un document semblable à une mise en garde. 2 articles publiés par le journal Al-Huda qui rapportaient des faits de discrimination au sein de l'armée et traitaient des propos du président de transition d'INEPSI seraient à l'origine de cette discorde. L'Union des journalistes tchadiens, l'Union des radios privées du Tchad, le patronat de la presse tchadienne, l'Association des éditeurs de la presse tchadienne et l'Association des médias électroniques du Tchad parlent d'acharnement contre Al-Huda et son directeur de publication et alertent l'opinion publique sur cette série d'actes attentatoires à la liberté d'expression selon leurs propres termes. Ils condamnent fermement ces agissements et appellent à la vigilance. Face à cette situation confuse entre des organes de presse et l'instance de régulation qu'est la Hama, l'on s'inquiète de l'issue de cette affaire. Retour sur le plateau avec notre invité Azoudoum Awaina Gédéon, journaliste politique. Bonsoir monsieur. Bonsoir Yassine. Merci de répondre à notre invitation. Merci de nous donner cette opportunité. Alors la question qu'on se pose, c'est la Hama en tant qu'haute autorité des médias, est-il dans ses droits de mener un bras de fer avec les journalistes? C'est vraiment étonnant lorsque nous avons lu comme tout autre le communiqué officiel que le rapporteur général de la Hama a signé parce que les organisations fêtières du milieu de la communication s'étaient donc rencontrées pour dénoncer ce qui devait être dénoncé dans la mesure où c'était l'exercice de la liberté de presse qui était vue comme menacée. Et donc, il était tout à fait normal que les organisations se mettent pour alerter et attirer également l'attention du pouvoir public afin que la Hama ne puisse pas aller plus loin que cela. Et ce qui était donc l'épine dorsale de la communication des organisations fêtières, c'était pas vraiment la sanction que le journal devait déjà subir et que lui-même avait pris acte. C'était beaucoup plus la menace donc a été en quelque sorte l'objet. Le directeur de publication du journal, Jimmy Wiché, qui dit avoir fait l'objet d'un enlèvement, d'une tentative d'enlèvement, ou d'assassinat. Donc, ça nous surprend que la Hama puisse intervenir avec un communiqué pour dire plein de choses comme s'il y avait déjà tous ces éléments dans l'esprit. Justement, dans ce communiqué, on remarque que la Hama indexe un individu au lieu d'indexer le collectif. Pourquoi ça? C'est vraiment une pratique qui participe du chantage. Vous voyez que ça apparaît clairement qu'il y a des médias qui ne respectent pas les normes qui existent et que par ailleurs la Hama connaît déjà qui sont ces médias-là
et qu'ils adressent directement le message à ceux-là pour leur attirer l'attention, que faites attention, si vous essayez d'aller plus loin que ce que vous voulez faire, on va vous frapper tout de suite dans la tête. C'est un peu ça. Et donc, c'est une intimidation, mais aussi du chantage dans la mesure où ils savent que sur les 5 points qui ressortent dans ces communiqués, il y a 5 points et c'est tout à fait normal qu'on voit qu'il y a évidemment des médias qui ne peuvent pas respecter à tout ce que la Hama leur demande. Donc, s'ils menacent la Hama, elle aussi, elle va utiliser le pouvoir qui est en sa possession. D'accord. Le bras de fer qui continue. La question qu'on se pose, c'est quelle serait l'issue donc de ce bras de fer entre la Hama et les journalistes? En réalité, je crois que c'est terminé. Il n'y a pas de enjeux véritablement liés à ces jeux de ping-pong. Je qualifie d'un jeu de ping-pong parce que les médias qui veulent défendre leur liberté d'exercer et la Hama qui essaye de les étouffer. Et là, je crois que le bras de fer va s'arrêter comme tel. Mais également, c'est à s'inquiéter, est-ce que les responsables de cette institution ne vont pas procéder à des sanctions qui cibleraient des têtes. Comme vous l'avez dit, le contenu du communiqué officiel ne s'adresse pas à tout le monde, mais on dirait qu'il y a des personnes qui sont ciblées. Et donc, est-ce que la Hama va procéder aux sanctions? Et là, il y a un problème précis. Il y a des médias qui ont une autorisation de fonctionner sur la base des médias classiques comme les journaux écrits, mais qui utilisent également des plateformes en ligne comme des sites et des différentes pages. Et là, la Hama dit clairement qu'à partir d'aujourd'hui, tout média qui va relayer des papiers originaux publiés dans le canal pour lequel il a été reconnu, ça veut dire le papier, et qui relaie les mêmes contenus sur les plateformes digitales, ils vont retirer simplement l'autorisation de fonctionner. Et là, ça vise plusieurs médias. Et c'est à cela qu'il faut s'attendre. D'accord. La question qu'on se pose aussi, c'est quel est le rôle exact de la Hama? Est-ce que c'est juste sanctionner les médias ou sinon les journalistes, ou bien c'est aussi de protéger les médias et les journalistes? Vous savez, Yassine, la première responsabilité de n'importe quel média, c'est le droit à l'information du public. Donc, toute information qui a un intérêt public ou bien qui revêt un caractère d'intérêt public, les médias ont un devoir de relayer ces informations. Et c'est ce que la Hama a fait strictement, pas plus que ça. Et il n'y a pas d'infraction à l'égard des articles que la haute autorité a convoqués dans sa décision. Donc la Hama, en tant qu'organe de régulation, et pour répondre directement à votre question, premier rôle, c'est de garantir l'accès libre à l'information à tout le monde. Mais ça, les médias publics ne le font pas. Et nous avons besoin de nous interroger, est-ce que la Hama est juste un organe de régulation ou de sanctions uniquement réservé pour les médias privés? Parce que nous avons des médias publics qui ne donnent pas accès à l'information à tout le monde, mais la Hama ferme les yeux. Et notre rôle de la Hama, c'est de faire de sorte que l'exercice professionnel soit observé par les médias. Et nous observons que ce n'est pas véritablement la préoccupation des médias, de la Hama, lorsqu'elle dit dans le communiqué qu'il y a des gens qui s'adonnent à un exercice de journalisme de l'irresponsabilité et que les journalistes devraient exercer ces métiers en toute responsabilité. Et ça aussi, c'est un motif qui n'est pas valable. Et donc, également de protéger les journalistes dans l'exercice de leur métier. Ça, c'est le troisième rôle. C'est également de garantir la sécurité des journalistes dans l'exercice de leurs fonctions. Et c'est ce que déplorent les médias parce que le confrère Jimmy Wiché a fait l'objet d'une tentative qui allait porter atteinte, on ne sait pas, à son intégrité physique. Et c'est ce que les médias dénoncent. De ce point de vue, la Hama ne devrait pas encore rétorquer par une autre communication qui leur met un peu les bâtons dans le roues. Merci à Zoudoum Awaina Gédéon. Je rappelle que vous êtes journaliste politique. Merci de répondre à nos questions et surtout de répondre à notre invitation. Merci beaucoup, Yassine. Merci. L'actualité en bref de ce mardi avec les informations phares que nous propose l'équipe de la rédaction. Suivez. Profond précisément à Mandoul, des éleveurs se sont installés sur le site initiatique de Doubadene, province du Mandoul. Après des plaintes des autochtones, le département du Barsara a donné 3 jours à ces éleveurs de quitter ces lieux sacrés.
Venus d'un autre canton, ces éleveurs se sont installés à Doubadene où ils ont taillé des manguiers servant de protection au site initiatique de ces villages. Agacés par cette attitude, les villageois se sont plaints auprès des autorités départementales de Barsara. Lors d'une rencontre entre les autorités et les différentes parties, y compris les éleveurs, Karagoun Dagal a donné 3 jours à compter du 28 août à ses éleveurs pour quitter le site. En plus de la sacralité du site, le secrétaire départemental avance que tout autour de cet endroit, il y a des champs et cela pourrait occasionner des problèmes. Dans le cadre du programme d'intégration, de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger, le groupement Sohoura projette mettre en terre au courant de cette semaine dans le département de la Kabia, province du Mayo-Kébi-Est, 10 000 plants. Après des mois d'attente, les membres du groupement Sohoura ont pu trouver le financement nécessaire pour réaliser leurs projets. Tout au long de la semaine en cours, ils vont donc parcourir le département de la Kabia pour retourner le sol au fin d'y introduire les 10 000 plants. Rendons-nous hors de nos frontières, notamment au Mali, où le gouvernement a appelé ce 29 août les groupes armés du Nord, signataires d'un accord de paix mal en point, à renouer le dialogue avec lui, alors que la crainte d'une reprise des hostilités grandit dans le sillage du retrait de la mission de l'ONU. Au moment où cet appel était lancé, le porte-parole d'une organisation réunissant ces groupes accusait des avions de l'armée malienne d'avoir bombardé des positions de la coordination des mouvements de l'Azawad, une alliance à dominance touareg signataire de l'accord dans la région de Kidal sans faire de dégâts. Les tensions vont croissant depuis des mois entre l'État central et les groupes en question. Elles ont été accentuées avec le début du retrait de la mission de l'ONU déployée au Mali depuis 2013 et poussée au départ par les autorités maliennes. La délégation des cadres du MPS, Mouvement Patriotique du Salut, est à Amdiaras dans le Nord. Objectif, campagne d'enrôlement au fichier électoral et la vulgarisation du projet de la nouvelle constitution. Le récit de Yves Dangoubé avec la voix de Bekoutou Junior. C'est un accueil plein d'enthousiasme qui est réservé à la mission du comité d'études et de communication du mouvement patriotique du Salut ce lundi à Amdiaras. Là-bas, l'objectif n'a pas été perdu de vue. La sensibilisation sur l'importance de l'enrôlement au fichier électoral se poursuit et le président du CEC-MPS compte sur la province de l'Énégie-Est pour impacter positivement d'autres provinces. Aujourd'hui, c'est le jour de l'enrôlement de la carte d'électeur. Tous les points de recensement sont ouverts. Vous pouvez vous rendre pour vous recenser. Les agents de la CONOREC sont arrivés et toute personne qui n'a pas de carte d'électeur doit se faire recenser pour en avoir. C'est dans ce sens que le CEC-MPS s'est levé pour aider la CONOREC en sensibilisant la population. Cette opération, le maire de la ville d'Amdiaras croit qu'elle est la seule gage pouvant amener le Tchad à la refondation tant souhaitée. Nous vous disons merci. Merci d'avoir bravé la chaleur, les intempéries pour venir jusqu'à Amdiaras. Cela témoigne votre militantisme avéré et votre sens politique. Nous demandons de continuer cette grande sensibilisation à travers tout le pays. Après la sensibilisation, l'équipe de la mission s'est rendue sur la tombe du maréchal pour un recueillement. Ok. En marge de la journée mondiale de la médecine traditionnelle, une formation a été organisée en faveur des tradis praticiens. La rencontre a eu lieu au niveau du centre Don Bosco à N'Djamena. A-t-elle permis à l'union de la fédération et de la confédération des tradis praticiens du Tchad de réitérer l'engagement à collaborer avec la médecine moderne? Suivez le reportage de Judith Kamtar pour des réponses à cette question. Ces produits Kevassi sont utilisés par des millions de personnes dans l'unique but de se soulager de plusieurs maladies. Longtemps oubliée, la médecine traditionnelle, considérée comme la mère, refait peu à peu surface, à tel point de retrouver ses lettres de noblesse. Nous, on est en train de beaucoup penser, déjà beaucoup pour ça. C'est pourquoi que nous, la fédération avec la confédération, on a fait union. Union pour être ensemble là, c'est pour regarder quel angle on peut être dedans pour lutter pour que la médecine traditionnelle trouve sa place au Tchad. Donc là, pour intégrer, si on intègre déjà notre organisation dans le système de la santé, nous on veut que
la maladie qui dépasse l'hôpital, nous on veut aussi intervenir. Ce qui nous dépasse, nous on peut aussi, l'hôpital va aussi intervenir. Donc là, les médecins traditionnels avec les médecins conventionnels, nous on peut être ensemble. Les tradis patriciens tchadiens, organisés en confédération, se forment et partagent des expériences de temps à autre pour une éventuelle évolution de leur métier. Mais les difficultés sont palpables. Dans tous les pays, ils ont leur texte, mais le Tchad, on n'a pas notre texte. Le Tchad qui est même le dernier pays qui n'a pas son texte pour la médecine traditionnelle. Moi, je demande là que les chercheurs vont se mettre sur la recherche pour que nous, les praticiens, qu'on est calés sur toutes les plantes, on peut marcher avec eux pour leur parler que telle plante là, son nom c'est comme ça, et son utilité, son nom c'est comme ça. Donc là, ils vont prendre tous les noms de plantes en notre répertoire avant de faire la pharmacopée sur ça. Mais si au Tchad, là, on ne fait pas ça et on dit qu'on va enseigner les praticiens dans le système de santé, mais vous allez leur enseigner sur quoi? Vous allez avoir quelle base pour former les praticiens? La médecine traditionnelle reste incontournable. Dans une récente décision, l'OMS demande au pouvoir public d'impliquer la médecine traditionnelle dans la politique sanitaire. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour un nouveau journal. Très belle soirée sur Tchad Info TV.